Bon, eh ben, écoutez, je pense on va gagner un petit peu de temps. On va commencer avec 5 minutes d'avance. Bonjour tout le monde. Je vous dirai pas merci d'être venus si nombreux parce que vous êtes venus pour les autres avant nous. Mais bon, merci d'être restés si nombreux. On va parler d'intelligence artificielle et de comment parler des intelligences artificielles, puisque vous le savez, c'est un sujet qui est véritablement devenu très à la mode et qui, d'une certaine façon, entraîne tout un tas de questionnements de la part de tout un tas de gens, d'autant plus qu'il y a peu de gens, pour être franc, qui comprennent quelque chose, et que les problématiques existent et que ça mérite de s'y interroger. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi 3 personnes. D'abord, à ma gauche, Héloïse Chauchois, qui est à la fois illustratrice, dessinatrice de bande dessinée, et qui est spécialisée dans l'illustration scientifique. Je pense que tu as fait tu as spécialisé ta maîtrise là-dedans, j'ai l'impression. Non, du coup, c'est pas vraiment une. Oui, c'est ça. Donc, on est une bonne partie. À ma droite, juste Denis Détraz des éditions La Talente. L'édition La Talente, vous les connaissez bien, ils publient un grand nombre de livres de l'imaginaire, beaucoup de science-fiction. Et dans cette science-fiction, un certain nombre de livres, justement, traitent majoritairement du problème de l'IA en fond d'un thème central. Et il y en a un certain nombre récemment. Il va vous en parler. Et j'ai aussi un spécialiste d'intelligence artificielle qui est Mathieu Serrurier, qui est maître de conférence à l'IRIT, spécialisé sur le sujet. Voilà. Donc on va attaquer avec ces 3. Alors, brièvement quand même pour cadrer un petit peu les choses, puisque l'intelligence artificielle, ça va être en lien avec la conférence précédente, c'est aussi un outil de gestion, de manipulation et d'extraction d'informations. C'est aussi ça. Et c'est donc quelque chose qui joue un rôle dans le travail de, entre guillemets, manipulation vers le cerveau, puisque c'est un des outils qui est utilisé pour, entre guillemets, faire de la propagande ciblée, on le verra. Mais avant tout, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est en le dégrossissant? Je parle sous le contrôle de Mathieu qui me recentrera si j'ai des bêtises. C'est 2 choses. C'est d'abord une science. La science de comment faire de l'intelligence artificielle. Et ensuite, ce sont un ensemble d'outils, qui sont en général des outils informatiques, qui ont pour but d'imiter une fonction associée à l'intelligence. Alors ça peut être une fonction dite complexe, ça peut être jouer aux échecs ou piloter une voiture. Ça peut être une fonction plus simple qui est savoir lire une plaque de voiture, par exemple, ça vous en avez beaucoup, ou ce genre de choses. Bon. Et l'intelligence artificielle, pour l'instant, entre guillemets, ça n'est pratiquement que ça. Mais dans le fantasme des gens, c'est énormément de choses. C'est une personnalité, c'est une volonté, c'est une perception de soi. C'est les méchants du cinéma, c'est Matrix, c'est Terminator, c'est tout ça. Non mais je plaisante, mais c'est ça qu'on vous dit. C'est le cerveau intelligent des robots, c'est toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, la réalité est bien différente, on va le voir, et parler de ça recentré, c'est une chose extrêmement compliquée. Alors là, je vais me tourner pour commencer vers Denis, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient de la maison d'édition La Talente. On parle d'intelligence artificielle dans la science-fiction depuis très longtemps, mais il y a une espèce de recrudescence du sujet depuis peu de temps, en fait, depuis quelques années. Et chez vous, en particulier, vous avez quelques bons bouquins là qui sont sortis récemment. Oui, tout à fait. Je fais de la pub, c'est ma maison d'édition aussi, donc sinon il me vire. Hein, enfin, merci Jean-Claude, parce que les temps sont durs pour l'édition en ce moment. Donc. Oui, donc La Talente brièvement, on est libraire éditeur à Nantes, indépendant depuis 40 ans pour la librairie, 30 ans pour l'édition. Et on a choisi de publier de la littérature de genre, plutôt les mauvais, à savoir la science-fiction et du polar. Aujourd'hui, la science-fiction représente la quasi-totalité du catalogue actif. Et alors, les intelligences artificielles, je dirais que ça fait quand même quelques temps qu'on en parle en littérature. Moi, j'ai fin des années 60, début des années 70, on commence à avoir pas mal de choses autour de ça. Avec souvent, effectivement, des ordinateurs vengeurs. Je pense à une nouvelle qui s'appelle J'ai pas de bouche, mais je dois crier. Ou je n'ai pas de bouche, mais il faut que je crie. Mais il faut que je crie, voilà la traduction française. Évidemment, on pense 2001 l'Odyssée de l'espace avec HAL. L'IA dans la SF est beaucoup plus fantasmée que ce qu'elle n'est réellement.
Et plus ça va, plus le fantasme augmente. Encore qu'aujourd'hui, on commence à avoir des auteurs, notamment je pense au bouquin d'Olivier Paquet, Les machines fantômes, où on a certes des IA qui ont une forme de conscience, puisqu'elles font des expériences de pensée sur l'humanité, mais elles sont beaucoup moins humaines, finalement, que ce qu'on peut avoir comme autre représentation, avec effectivement soit un côté altérité qu'on peut trouver chez Beckett Chambers, notamment dans Libération, où on a un très très beau roman de science-fiction positive, où finalement on va se retrouver avec une histoire d'amour, d'une relation entre une intelligence artificielle qui va s'incorporer pour l'occasion dans un androïde et une humaine génétiquement modifiée. On a aussi un côté plus ludique, je dirais, chez Martha Wells par exemple, avec le cycle de l'Assassin, qui est un cycle de 4 novellas, où on a affaire à un androïde qui a piraté son module de contrôle, donc il va découvrir ce que c'est que le libre arbitre. Et donc évidemment, toutes ces représentations nous servent à finalement nous interroger sur nous-mêmes, sur qu'est-ce que le libre arbitre, qu'est-ce que il y a un côté aussi un peu créature de Frankenstein avec l'IA qui se rebelle contre son créateur et qui devient méchante. Donc, alors, dans le cas de l'Assassin, il est plutôt accro aux séries télé, hein, je vous rassure. Oui, dès qu'elle récupère son libre arbitre, en fait, c'est pour télécharger des séries télé illégalement et les regarder. Donc ça dit quelque chose de l'humanité, c'est clair. Voilà. Il est accro aux télénovelas, dont il comprend pas bien l'intérêt des scènes de lit, mais ça, c'est sans doute parce qu'il est asexué, donc il se dit que c'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais les interactions humaines le fascinent, et il va finalement se découvrir ce côté assez misanthrope, beaucoup d'humour à froid et pince sans rire, mais avec un regard très très tendre finalement sur l'humanité. Et le livre d'Olivier Paquet, lui, est beaucoup plus réaliste, serais-je tenté de dire, toi qui l'as lu. C'est-à-dire que les IA vivent dans un espace et dans un temps qui n'est pas celui des humains. Évidemment, quand on est à des teraflops, des pétaflops, donc un nombre d'opérations faites à la seconde par des machines qui sont très élevées, forcément la temporalité d'action d'une IA n'est pas celle d'un être humain. Et même dans la construction formelle de son roman, Olivier numérote les chapitres où on parle des protagonistes humains, et dans les interstices entre les chapitres, ce sont des non-lieux, je dirais, et non-temps, des espaces de non-lieu et de non-temps, on a des expériences que font les IA, des simulations sur l'humanité. Est-ce qu'il faut intervenir, est-ce qu'il ne faut pas intervenir, dans quelle proportion il faut intervenir, et c'est ce qui fait finalement du roman d'Olivier quelque chose qui est beaucoup plus réaliste et pédagogue finalement sur cette interaction qu'on peut avoir avec les IA. Oui, donc le roman d'Olivier Paquet, donc, qui s'appelle Les machines fantômes, d'abord se passe à notre époque. C'est-à-dire qu'il doit se passer peut-être en 2020, quoi. Et donc il se passe en France, il se passe... 32. Quoi 32, je crois. Oui, 32, c'est notre époque, rien n'a véritablement changé, il n'y a pas de modification, le Brexit est toujours en cours, enfin bref, c'est des trucs classiques. Mais la différence, c'est qu'effectivement, on a en parallèle d'un certain nombre de trajectoires individuelles de gens, on a ces intelligences artificielles qui sont derrière et qui réfléchissent à comment interagir avec les gens qu'ils doivent faire. Voilà. C'est pas pour les détruire, c'est pas pour les influencer ni pour quoi que ce soit, c'est juste que elles se disent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une communication nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu la science-fiction faire la même démarche à partir d'à peu près toutes les formes d'intelligence. La science-fiction adore les intelligences différentes. Elle adore les extraterrestres, elle adore les robots, elle adore les intelligences artificielles, les ordinateurs tueurs, les animaux bizarres qu'on découvre, enfin toutes ces choses-là. Et elle a toujours tendance à les classer en 3 catégories. Il y a l'ennemi, gros machin, le boss de niveau, le truc qu'il faut absolument détruire. Il y a l'étranger qu'on comprend pas, mais avec qui on peut, suivant les cas, établir des relations plus ou moins amicales. Et puis, il y a l'assistant fidèle. Parce que ça aussi, c'est un phénomène qui est important, c'est que les intelligences artificielles sont, dans notre quotidien d'ailleurs aussi, sont des assistants dans un certain nombre de métiers et commencent petit à petit à pénétrer notre sphère de compréhension, notre sphère de savoir, de manière
plus ou moins, alors vécues parfois comme intrusives ou vécues simplement comme tiens, c'est pratique. Vous voyez, le fait que par exemple on lise comment dirais-je, la plaque de ma voiture et que la barrière se lève avant que j'ai rentré le ticket parce qu'il m'a reconnu, c'est pratique. Derrière, il y a quand même quelque chose qui est capable de m'analyser, de savoir que c'est moi, d'avoir mon nom dans une base de données et tout ça. Mais c'est quand même pratique parce que je gagne quelques secondes le temps que la barrière se lève. Vous voyez, ce genre de choses. Et la question qu'on se pose, c'est véritablement, ok, on a ces intelligences artificielles, maintenant, comment en parle-t-on ? Comment les représente-t-on ? On a vu en littérature qu'il y a des manières de le traiter. Je vais me tourner maintenant vers ma petite voisine, camarade, pour savoir comment, graphiquement, comment visuellement, on montre une intelligence artificielle, sachant que le cinéma le fait en général très mal. Et que bon, faut surtout pas se baser sur, ni d'ailleurs sur les films de super-héros où vous avez dans l'armure d'Iron Man, vous avez la super intelligence artificielle, qui est une espèce de visage qui tourne, qui parle avec une jolie voix, on croirait un GPS, moi j'ai envie d'y mettre 2 claques, qui dit oui, alors je peux t'aider pour veux-tu que j'active la fonction de flottage de ton truc ? Ben je suis en train de tomber comme un con, fais ça, oui. Voilà. Mais bon, c'est à mon avis, tu devrais tourner à droite. Bon, d'accord. Alors comment fait-on ? Quelles sont les questions qu'on se pose ? Alors, c'est un vaste sujet. La première, le point le plus important que nous on s'est posé, donc avec mes scénaristes, Jinou, c'est dans la bande dessinée qu'on a écrite sur les intelligences artificielles, c'est vraiment, on s'est dit bon. Justement, il y a des abus, il y a un abus de langage sur le terme intelligence, il y a souvent des abus de représentation où on a tendance à anthropomorphiser l'intelligence artificielle et du coup les humaniser. Nous, ce qu'on voulait représenter, c'était un outil, des lignes de code informatique, et des fonctions d'activation, etc. Donc, on a choisi foncièrement, pour le protagoniste de la BD l'intelligence artificielle, de représenter soit un ordinateur, soit une enceinte, parce que dans la vraie vie, c'est à ça que ça ressemble. C'est pas vous que, enfin, je pense qu'il y a quelqu'un qui parlera vachement mieux de ce que c'est foncièrement l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, le scénariste de la bande dessinée qui aussi crée des intelligences artificielles, lui, quand il m'a présenté Yuri, l'intelligence artificielle, il m'a juste apporté une petite enceinte connectée à un ordinateur. Donc, on est parti de ce postulat-là. Quand dans la partie un peu fiction, enfin du coup plutôt fictionnalisée de la bande dessinée, et qu'on devait représenter l'intelligence artificielle, c'était juste un ordinateur, un PC portable ou une enceinte. Et après, dans les parties didactiques, et ben là, on rentre dans l'intérieur de l'intelligence artificielle, et il n'y a pas d'autre moyen de représenter que de parler de vecteurs et de mathématiques. Enfin, donc c'est même en illustration, on est obligé de parler de manière très conceptuelle de ce que c'est. Je ne sais pas si ça répond. Ça répond à une partie de la question, mais justement, ça pose un problème, entre guillemets, de comment on en parle, parce que, du coup, ça cesse d'être l'équivalent d'un animal familier ou d'un voisin ou d'une forme de vie. Ça, c'est un programme. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est à peu près aussi intelligent que Windows, si vous pouvez imaginer des choses pareilles. Mais oui, mais en même temps, qu'est-ce que c'est l'intelligence ? Et puis, est-ce que nous, ce qu'on a aussi choisi de faire, c'est alors, du coup, la BD s'appelle Intelligence artificielle miroir de Novik, parce que ce qu'on explique, c'est que une intelligence artificielle, ça se développe, on est obligé de la nourrir à la base, de lui donner des textes, de lui donner des choses, et que du coup ça dit beaucoup de choses sur nous aussi, parce qu'on lui fournit de la matière que nous-mêmes on a déjà créée. Et du coup, en fait, on parle aussi de ça, on parle des êtres humains autour de l'intelligence artificielle, de ce qui vient avant, et de tout ce que ça dit de notre société. La manière, donc ce qu'on fait de l'intelligence artificielle, ce qu'elles sont capables de faire. Mais on a essayé justement de pas déjà de pas anthropomorphiser, mais de pas dramatiser, de pas partir dans un fantasme justement
qui est normal qu'on fait dans la science-fiction, parce que c'est le principe de la SF aussi, c'est aussi de pousser souvent à son paroxysme des concepts. Mais là, vraiment, nous, de rester dans la réalité en plus, c'était en 2018, donc peut-être que les choses ont déjà changé maintenant en 2019, parce que ça évolue, mais peut-être pas. Mais en tout cas, de se dire, bon, pour une fois, on va essayer c'est pas très sexy, mais on va parler de ce que c'est maintenant. Il y a effectivement des changements, on le voit à la télévision, par exemple, dans les séries télé, des changements de représentation de l'intelligence artificielle. Il y a une série qui est sortie qui s'appelle Travelers, que vous avez peut-être vu en français, qui est une sortie qui dit grosso modo qu'il y a des voyageurs du temps qui viennent du futur pour essayer de changer le présent de manière à ce que le futur ne soit pas une véritable catastrophe. Et tout ça est piloté par une immense intelligence artificielle qui est dans le futur, qu'on voit pas. On voit juste quelquefois des espèces d'ordinateurs quantiques gigantesques qui la contiennent. Mais la seule interface que l'on a, c'est un écran avec des lignes de chiffres et de caractères incompréhensibles, où de temps en temps vient du fond une phrase, qui est la manière pour l'intelligence artificielle d'envoyer un message. Mais c'est pas du tout une voix, c'est pas une image, c'est pas une représentation, c'est des mots qui se forment en écartant en quelque sorte les caractères, les zigouigouis qu'il y a en plein milieu et qui ne représentent rien. Je sais pas si tu as vu cette série, mais c'est bon, indépendamment du fait, mais c'est une représentation, je dirais, très réaliste. C'est un petit peu comme si on dumpait un code, un assembleur au fur et à mesure qu'il se déroule, puis de temps en temps, on voit apparaître un truc. Bon. Et toi, alors justement, qui est spécialiste de ce domaine-là, est-ce que tu en as pas un peu marre de voir toutes ces représentations et ces façons de parler de l'IA qui sont fantasmatiques, qui sont, je dirais, fausses d'un point de vue pratique, mais qui sont surtout orientées par rapport à des émotions, par rapport à des rapports au monde qui n'ont rien à voir avec le sujet? Alors, c'est intéressant en fait, parce que l'intelligence artificielle et même l'informatique, ça a toujours été très relié à la science-fiction, c'est-à-dire que les gens ont voulu mécaniser des choses depuis longtemps pour seulement deux raisons. Hein. La première, c'est compter des sous. Je veux dire, les premiers automates, c'était des calculatrices. Hein, on voulait pas se tromper quand on calculait des sous. Et la seconde, c'était essayer de reproduire des choses de la nature. Les premiers automates, c'était des oiseaux. Après, on a eu des humanoïdes, des choses comme ça depuis très très longtemps. Et donc, du coup, ça a toujours été très associé après avec des fantasmes de science-fiction, des choses comme ça. Et l'inventeur, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, il se trouve que c'est celui qui a inventé aussi l'informatique. Donc, c'est Alan Turing. Il a imaginé ce que serait un ordinateur. Ils n'existaient pas en vrai, les ordinateurs. Hein. Il a imaginé une théorie de l'informatique. Et immédiatement après, il a imaginé ce que serait qu'une intelligence artificielle par rapport à ça, et il a imaginé ce qu'on appelle le test de Turing, qui est comment finalement je distingue une intelligence artificielle d'un... Donc finalement, pour lui, un ordinateur, c'était déjà une intelligence artificielle. Comment je distingue une intelligence artificielle d'un... C'était 1948 pour fixer... C'est ça. Et ça a été repris très très vite, Philippe Cadic, dans Blade Runner. Vous avez le test de Van Camp, je sais pas quoi, qui est exactement un test de Turing. Et donc, il y a toujours ces choses qui se suivent comme ça. Et ce qui a été dit, ce qui est très vrai, donc la première définition de l'intelligence artificielle, c'est pas reproduire un comportement intelligent en général. Donc c'est en 1956, hein, donc c'est assez vieux. C'est reproduire un comportement précis qu'on considère comme intelligent. Donc les scientifiques, quand ils ont commencé à faire de l'intelligence artificielle, ils n'ont pas cherché à faire ce fantasme de science-fiction d'une intelligence générale ou des choses comme ça. Ils ont cherché à faire des algorithmes qui répondaient à des questions très très précises. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui a explosé ces derniers temps, elle en est toujours là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on sait pas faire des intelligences générales. Déjà, on cherche pas à le faire. Et déjà parce qu'on cherche pas à le faire, parce qu'on n'y arriverait pas. On cherche absolument pas à faire des intelligences générales. Ce qu'on cherche à faire, c'est faire des intelligences qui sont, enfin pas des programmes finalement, qui sont capables de faire des tâches que nous on considère intelligentes et qui sont difficiles pour les ordinateurs. Reconnaître une plaque d'immatriculation, par exemple, c'était encore très difficile il y a une vingtaine d'années. Maintenant, c'est devenu très simple, mais c'est une tâche très très précise. Si vous prenez un algorithme qui reconnaît une plaque d'immatriculation, il ne sait pas reconnaître un visage sur une photo, il ne sait faire que reconnaître des plaques d'immatriculation et il ne saura rien faire d'autre. C'est très très spécialisé.
Et donc pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, au fantasme qu'il y a autour, il y a une chose qui est très très drôle, c'est que finalement, ce dont vous entendez parler aujourd'hui, quand vous entendez parler d'intelligence artificielle, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage artificiel. C'est-à-dire qu'on va chercher, c'est ce que disait tout à l'heure, je me rappelle plus de votre prénom, enfin tous les deux en fait. Et on cherche à reproduire, on va lui donner plein d'exemples. Donc on veut lui apprendre à apprendre à reconnaître les plaques d'immatriculation. On lui donne plein d'images de plaques d'immatriculation avec l'image et ce qu'il est censé reconnaître, et il va s'entraîner à reconnaître cette chose-là. Donc il va être hyper spécialisé à faire que ça. Et dans notre malheur, et donc c'est ça qui a explosé ces derniers temps, qu'on savait pas très bien faire avant et qu'on sait très très bien faire en 2007, grâce à un outil qui date de 1956, enfin de cette période-là, qui est ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Et là, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est cette anthropomorphisation, voilà, du problème, il fait qu'en plus on a engendré des fantasmes. Donc ces fameux neurones artificiels ont à peu près rien à voir avec des vrais neurones. C'est essentiellement des fonctions mathématiques, qui sont en plus des fonctions mathématiques très très simples. Elles sont juste organisées sur quelque chose qui ressemble de très très loin à des neurones. Mais nous, on utilise le terme encore tout le temps, de réseau de neurones et dans nos articles scientifiques, etc. Mais effectivement, ça en plus entraîné, voilà, ça entraîne le fantasme avec, alors que non, on n'est pas du tout dans ces intelligences généralisées. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans des choses qui font des choses très précises et qui pose aussi plein de problèmes qui ont été abordés par la science-fiction, mais pas directement par le biais de l'intelligence artificielle. Si je puis me permettre, pour revenir au débat qui a été précédent dans la série de la manipulation du cerveau, une façon qu'on a de manipuler le cerveau, très bêtement, c'est d'utiliser les mauvais termes. Vous savez ce que c'est qu'un virus informatique ? Ben, c'est pas un virus. Vous savez ce que c'est qu'une intelligence artificielle ? C'est pas une intelligence. Vous savez ce que c'est qu'un réseau de neurones ? C'est pas des neurones. C'est tout juste un réseau. Voilà. Donc, on emploie un mauvais terme qui est une analogie qui, dès qu'on la creuse un petit peu, ne tient pas, qui, dès qu'on essaie de faire réellement d'utiliser l'analogie pour dire si c'est comme un réseau de neurones, alors c'est un cerveau, alors ça doit penser, ça s'effondre. C'est simplement que le terme a été très mal choisi. Par contre, je peux vous dire une chose, le type qui a inventé le terme, il a gagné plein d'argent. Parce qu'il a fabriqué un terme dans lequel les gens se sont dit « Ah ouais, je comprends ce que c'est, donc je vais financer sa recherche ». Ce qui est une chose très importante. Il est mort, mais il n'a pas eu le temps d'en profiter. Mais en fait, c'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la science-fiction, là, elle pose des problèmes intéressants, mais elle détourne de d'autres problèmes qui sont aussi des problèmes traités dans la science-fiction, mais avec d'autres approches. Typiquement, ce que je disais, les choses qui sont intéressantes, qui posent problème en intelligence artificielle, ce serait plutôt des choses du type 1984, c'est-à-dire la surveillance généralisée. Pourquoi ? Parce que les intelligences artificielles, elles savent répondre à des tâches très très simples. Reconnaître ce que fait Facebook très bien pour vous taguer automatiquement sur vos photos. Là, tiens, peut-être c'est votre cousine machin sur la photo. Et ça, c'est une tâche que n'importe quelle personne peut faire facilement, tout seul, sauf qu'il peut pas le généraliser à 50 millions, 60 millions d'individus qui se baladent dans une ville ou des choses comme ça. L'intelligence artificielle, ce qu'elle rend possible, c'est ça, c'est-à-dire de faire une tâche très simple, mais à très très grande échelle. Et donc du coup, finalement, c'est plutôt vers ce type de science-fiction-là que ça ressemble aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est surveillance généralisée ou choses comme ça, qui, elles, par contre, vont être... finalement vont correspondre à la situation qui n'est pas une situation de science-fiction, qui est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Les gouvernements chinois et choses comme ça investissent beaucoup en intelligence artificielle. C'est pas que pour vendre des téléphones. Donc voilà. Et il y a une autre chose qui est intéressante qu'on trouve aussi en science-fiction, plutôt dans les aspects cyberpunk ou les choses comme ça qu'on retrouve beaucoup, c'est les conglomérats. Et là, les gens se rendent pas trop compte de Google, Facebook, ce qu'on appelle les GAFA. Les GAFA, elles font beaucoup de choses et notamment, elles ont recruté la majorité des scientifiques académiques, qui ont travaillé à cette explosion de l'intelligence artificielle là. Et donc du coup, on se retrouve vraiment à quelque chose. Nous, on a du mal à aujourd'hui, une bonne partie des papiers scientifiques pointus autour de l'intelligence artificielle viennent de Google et de Facebook et des choses comme ça. Et nous, on a du mal à lutter parce qu'on a tout simplement pas les mêmes moyens pour le faire, ni en calcul, ni en personne, ni en choses comme ça. Et donc, du coup, ces aspects conglomérats hors gouvernement
c'est des choses qui sont réelles et qui apparaissent régulièrement en science-fiction, et c'est des choses qui sont plutôt réelles. Hein. Vous voyez, là, vous avez entendu parler de la monnaie Libra, par exemple, avec Facebook, qui finalement, la monnaie virtuelle, ferait que Facebook se retrouverait à être un genre d'État, et il y a 2 milliards de personnes sur Facebook, donc finalement, l'État décentralisé le plus important. Donc il y a ces choses-là qui sont intéressantes. Et il y a d'autres choses intéressantes sur la manipulation de l'information qui sont drôles, qui reviennent avec tout à l'heure, c'est que donc l'algorithme, une des choses principales que fait l'intelligence artificielle, et ce pourquoi Google, Facebook et Amazon dépensent beaucoup d'argent. On va prendre YouTube par exemple, Google, c'est de prédire sur quelle vidéo vous allez cliquer, vous êtes le plus susceptible de cliquer. Et quand il le prédit, contrairement à ce qu'on voit des fois dans les médias, il le prédit avec aucun intérêt politique ou des choses comme ça. Il le produit avec un intérêt purement financier, enfin, et même purement statistique, c'est-à-dire sur quoi je suis le plus susceptible de cliquer. Et donc, du coup, finalement, on se retrouve avec des biais d'entraînement ou des choses comme ça, des personnes, dans ce qui s'est passé pour le Brexit, etc. Parce que si une personne est un peu favorable au Brexit, eh ben, il va être plus susceptible de cliquer sur une vidéo qui va lui parler des dangers, de l'intérêt du Brexit, qu'une vidéo qui va lui dire le Brexit, bon, il y a des dangers et tout. Donc finalement, qu'est-ce que va faire Facebook? Il va lui proposer que des choses comme ça et il va construire un biais. Ce qui est intéressant, c'est que ce biais-là, il est pas construit politiquement avec un intérêt politique. C'est en fait finalement, il est construit parce qu'il a un intérêt financier pour Facebook, puisque c'est comme ça qu'il rapporte le plus d'argent. Mais ce qui est important quand même à signaler, c'est que ce ne sont pas les intelligences artificielles qui le décident. Les intelligences artificielles ne sont que le moyen. Oui, non, elle le guide, mais elle le guide sans, pas du tout avec un point de vue qu'on aurait d'intelligence artificielle qui chercherait à... Non, elles n'ont pas d'intention, elles n'ont pas de volonté. C'est juste que, prenez par exemple le cas de la Chine. Eh bien, la Chine a à peu près autant de caméras dans les villes que par exemple la ville de Londres. Mais Londres ne l'utilise absolument pas de la même façon. Parce que pour les Anglais, l'idée qu'on fasse quelque chose justement sur lequel on repère le comportement des gens, etc., c'est absolument absurde. Ça ne correspond absolument pas à l'idée de l'Angleterre, l'idée insulaire, qui est que chacun a le droit de faire ce qu'il veut s'il dérange pas les autres. Et c'est vraiment dans la mentalité. Alors que la Chine est une société qui est quand même très inspirée du confucianisme depuis des siècles, pour lequel les choses doivent être hiérarchisées et fonctionner d'une manière où tout le monde s'aligne. Et ça, c'est inclus dans l'idée des gens. Donc, on a construit un système qui va dans ce sens-là. Mais le système est le même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les mêmes outils aux endroits. C'est juste que vous avez 2 gouvernements différents qui font des demandes différentes. L'intelligence artificielle en elle-même ne décide rien. C'est qu'on décide de l'appliquer dans un cas particulier ou de lui demander d'effectuer un certain nombre de tâches. Mais en elle-même, elle ne prend aucune décision. Actuellement, les intelligences artificielles ne font que ce qu'on leur dit de faire. C'est même pire que ça. Et c'est un des gros problèmes de l'intelligence artificielle, c'est que le principe même c'est des outils statistiques, hein, les intelligences artificielles. C'est vraiment des outils très mathématiques et très statistiques et même finalement à la base des outils statistiques assez simples. Et ils reproduisent s'il y a ce qu'on appelle un biais dans les données. Ils vont le reproduire parce que c'est justement sur ce principe-là que ça marche. Et je vous donne un exemple. Si je fais une intelligence artificielle qui veut prédire, qui va dire à une personne, est-ce que le job de bibliothécaire est bon pour vous? Et donc je vais le faire par apprentissage, donc je vais prendre tous vos CV, et puis je vais les donner comme des exemples de personnes qui seraient intéressées pour être bibliothécaire. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? La première chose qu'elle va apprendre, c'est que pour être bibliothécaire, il faut être une femme. Pourquoi? Parce que là, je regarde dans la salle, il y a une écrasante majorité de femmes, et donc du coup, si vous êtes un homme, il va pas vous dire que ce sera un bon boulot pour vous. Pourquoi? Parce que finalement, elle a été entraînée exactement pour ça. Là, statistiquement, c'est pas une bonne idée. Enfin, statistiquement, si je suis pour le coup, une bibliothécaire, ouais. Donc je suis un homme. Et comme c'est les données qu'on lui a données, il va les reproduire. Et donc, du coup, quand on dit qu'il prend pas une décision, c'est exactement ça. Il y a eu plein de problèmes avec des données policières ou des choses comme ça. C'est-à-dire que si vous entraînez une intelligence artificielle à donner une réponse de justice, par exemple, prédire une récidive, si dans les données que vous fournissez, il y a des biais, et il y en a toujours, hein, des biais ratios notamment, c'est son boulot de le reproduire. Donc elle va absolument rien inventer, elle va exactement reproduire les biais.
Donc, quand on dit qu'elle prend aucune décision, elle ne fait que copier ce qu'on lui montre. Mais jamais plus loin. On est absolument incapable d'aller plus loin que de copier ce qu'on est en train de montrer. On peut éventuellement corriger les choses. Et tu parles du cas des femmes, et tu es encore plus fin. Il faut être une femme et avec des lunettes. Oui, éventuellement. Et ce qui est plus subtil que ça, c'est qu'il suffit pas de retirer du CV le fait que vous soyez une femme pour qu'il ne le prenne pas en compte. Parce que finalement, il y a plein de corrélations. L'âge où les gens finissent leurs études, même le choix des études, qui fait qu'il va quand même utiliser l'information que vous êtes une femme, même si elle n'est pas explicite. Et je reviens à mon histoire de lunettes, ça peut être intéressant parce que ça peut dire il est très important pour une bibliothécaire d'avoir une mauvaise vue. Ce qui est logique, compte tenu de l'échantillon que vous êtes, puisque vous avez des lunettes. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais l'intelligence artificielle extraira de la masse de données le fait qu'une mauvaise vue est un facteur utile pour une bibliothécaire. Alors, on sait exactement pourquoi elle va le faire. Hein. L'intelligence artificielle fait pas la différence entre une corrélation et une causalité. Il y a une corrélation entre le fait d'être bibliothécaire et avoir des lunettes, éventuellement, parce qu'on passe beaucoup de temps sur des livres, et que voilà. Mais il n'y a pas de causalité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des lunettes que vous voulez être bibliothécaire. Ça, c'est une relation de causalité. Et statistiquement, on ne sait pas très bien les représenter, ces choses-là. Par contre, les corrélations, c'est très simple. Donc, ça apprend des corrélations. Donc là, il y a une corrélation. Donc, il va détecter une corrélation. Et nous, après, on les interprète comme des... En fait, c'est nous qui interprétons des corrélations, donc qui sont vraies, comme des causalités, parce que nous, on fonctionne pas avec des causalités, on sait pas trop faire les corrélations. Par contre, on raisonne toujours avec des causalités. Donc, c'est un des soucis avec les intelligences artificielles. Et je reviens, puisqu'on va repasser un petit peu la parole à Denis aussi, mais un des problèmes qu'on se pose typiquement par rapport à ça, c'est le problème de la confiance. Parce que, si je peux me permettre, je vais encore une fois empiéter sur le territoire de Mathieu. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a vu évoluer la notion d'intelligence artificielle, comme on a vu évoluer la notion d'algorithme depuis à peu près 50 ans, depuis qu'on a des ordinateurs. Au début, on avait des règles qui étaient écrites par les humains, avec ce qu'on appelait un moteur d'inférence. On avait un système expert qui partait donc d'un ensemble de règles que l'être humain comprenait et connaissait, puisqu'il avait lui-même dû les fournir explicitement. Quand on a fait par exemple des programmes, disons, experts en médecine, eh ben, on avait tout un tas de médecins qui avaient établi un certain nombre de règles qui disaient si je vois tel symptôme, tel truc, etc., alors c'est probablement ça. On avait souvent des causes du genre s'il y a de la fièvre, alors il y a une infection, ou si je constate quelque chose, alors je dois faire ça. Et on avait un moteur qui était capable de traiter cet ensemble de règles. On lui fournissait tout un tas de symptômes et il naviguait là-dedans et il faisait un chemin qui était quelquefois très complexe, très zigzagant, mais qu'on pouvait, en y prenant le temps, retracer pour arriver à la solution. L'informatique fonctionnait de cette façon-là aussi. On avait des algorithmes qui disaient à la machine, pas après pas, ce qu'il fallait faire. Et on était capable de suivre, et on le suivait en temps réel, ce que faisait la machine. Et puis, depuis quelques années, on a des systèmes qui apprennent, qui s'auto-formalisent d'une manière qu'on ne sait pas nécessairement représenter pour que ça ait du sens pour nous. Vous voyez, et ça peut être des formulations aussi stupides que de dire pour être bibliothécaire, il faut avoir une mauvaise vue parce que les bibliothécaires ont des lunettes statistiquement. Ça peut être une chose de ce genre-là. Mais c'est valable aussi pour l'informatique puisqu'on a transformé des programmes explicites où on partait des équations, du modèle que l'on informatisait, que l'on numérisait, dont on faisait un outil, en quelque chose qui est, on part des données, et des données, on extrait un outil nous permettant de gérer des données semblables. C'est-à-dire que si je veux par exemple savoir combien il y aura de voitures qui passeront sur la rocade le vendredi à 18h, j'ai deux façons de faire. Je fais un programme avec les équations en disant statistiquement il y a tant de millions de personnes à Toulouse, il y a tant de gens qui vont faire ci, je fabrique un truc, je génère du flux, je fais je mesure par tous les points d'accès de la rocade, etc. Et je fais un système d'équations très compliqué. Mais je peux. C'est comme ça qu'on faisait quand on était ingénieur il y a 30 ans. Et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on a des machines qui sont un petit peu partout, des radars et tout ça, qui calculent combien il y a de voitures, et ben on dit, tous les vendredis, depuis 1 an et demi, il y a eu 5642 voitures en moyenne, entre 5638 et 5643, là, donc, ce mois-ci, ça va être à peu près pareil, et on tient compte des variations saisonnières, tout un tas de trucs, et on tombe à peu près juste. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas derrière le modèle, on n'a pas les règles, mais on a un ensemble de données qui nous donnent de l'information. Et actuellement, une partie des intelligences artificielles, enfin, une partie de ces outils très spécialisés
extraits d'un ensemble de données sans nécessairement qu'on leur fournisse des règles. Et comme tu disais, dès qu'il y a un biais dans les données, dès que les données sont idiotes orientées, vous leur dites par exemple, analysez le point de vue politique à partir du forum de discussion de machin. Manque de peau, le forum de discussion de machin, il est géré par le Front National, par exemple. Ben, vous allez avoir une intelligence artificielle qui va sortir des raisonnements du Front National. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'elle aura lu. Si vous faites la même chose avec Nuit debout ou avec un truc des trotskistes, vous allez obtenir une machine qui sera trotskiste. Les données dont elle dispose seront biaisées. Alors autant on peut obtenir des résultats intéressants quand on prend par exemple les données d'un radiotélescope qui regarde le ciel, dans lequel il n'y a pas de biais, dans lequel vous pouvez dire est-ce que je peux trouver de nouvelles exoplanètes en me basant sur les données comme ça, puisqu'il n'y a pas de biais. Sauf que vous commencez à dire ah oui, mais on a cherché tel type de planète, on a éliminé ça, etc. Posez-vous la question, pourquoi l'a-t-on éliminé ? Est-ce qu'on a eu raison de l'éliminer ? Est-ce qu'on a bien fait ce qu'on a fait ? Donc, ces biais-là qui apparaissent, ils ont suivi l'histoire de l'informatique. Et maintenant, on est dans une situation où des choses autour de nous décident ou tout au moins arrivent à des conclusions que l'on ne sait plus nécessairement tracer aussi facilement qu'il y a 30 ou 40 ans. On n'a plus les modèles, on n'a que des conclusions, et avant, on a les données. Alors, en fait, c'est à la fois complètement vrai et partiellement vrai. C'est-à-dire que on sait parfaitement tracer ce que va faire l'algorithme pour faire sa prédiction. On sait parfaitement le faire. Par contre, on ne sait pas l'interpréter. C'est ça qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est toujours des équations mathématiques. Elles sont même plutôt simples. Et sauf qu'elles font intervenir tellement de paramètres, plusieurs centaines de millions, qu'on n'est pas capable en fait de l'interpréter. Je vais vous donner un exemple que vous avez déjà sûrement entendu parler. Il y a 1 an ou 2, il y a eu un véhicule autonome qui a écrasé une personne. Et il a fallu 1 année pour essayer de comprendre pourquoi elle l'avait écrasée et savoir si elle était en faute ou pas. Pourquoi ? Parce que finalement, il y avait un algorithme, une des parts de l'algorithme, je vous dis, toujours des tâches très simples. La tâche très simple, c'est détecter est-ce qu'il y a une personne dans l'image. Et elle n'avait pas détecté la personne alors qu'il y en avait une. Et la question, ça a été pourquoi elle l'a pas détectée. Et pour savoir pourquoi elle n'a pas détectée, il a fallu comprendre comment elle détectait les choses dans une image. Bon, on sait l'écrire mathématiquement, comment elle le détecte dans une image. Hein. Vous faites une grosse équation très compliquée, donc plusieurs millions d'opérations. Mais par contre, pour interpréter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a vu, enfin dans les termes à nous, en fait, on sait pas faire. Et il a fallu à peu près 1 an et demi. Donc c'est plus le problème de la complexification de l'approche qui fait que ça rend les choses difficilement interprétables. Et du coup, quand il y a un biais, le problème, c'est qu'on le voit pas. Enfin, il y a toujours des biais, mais quand il y a un biais qu'on ne veut pas qui est dans les données, par exemple un biais de genre, j'ai pas envie que mon algorithme il prenne en compte l'information du genre de la personne pour prédire que c'est ce s'il peut faire bibliothécaire ou non. Et c'est très difficile parce que c'est pas explicite. On ne sait pas si je vous donne un modèle d'intelligence artificielle, même si on me le donne à moi, je ne saurais pas dire s'il a ce biais ou pas là. Je peux, mais je sais pas dire en le regardant directement parce que c'est difficile d'interpréter la façon dont il fonctionne. Ça laisse un petit peu rêveur parce que revenir à cette histoire de biais, effectivement, on peut dire ok, homme-femme, on élimine le biais. Mais je suis une intelligence artificielle, je fais une analyse des images, etc., etc. Je vais repérer les lunettes. Je pourrais dire qu'il faut savoir utiliser les lunettes à la fois sur le front et sur les yeux, ce que font un certain nombre d'entre vous dans les cheveux. Je peux aussi dire, je ne me préoccupe pas du genre. Par contre, il vaut mieux avoir une poitrine bien développée pour être bibliothécaire, parce que sinon, ça marche pas, quoi. C'est visiblement, on a choisi une catégorie d'individus qui sont comme ça. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est un homme ou une femme, mais je constate qu'il y a une différence physique. Vous voyez ? Et donc, cette information-là, qui est une information, entre guillemets, idiote, c'est quand même une information basée sur un simple extrait statistique. Or, l'extrait statistique ne fait que prolonger une situation. Si maintenant je dis, j'aimerais encourager des hommes à devenir bibliothécaires et des hommes qui n'utilisent pas de lunettes, je fais comment ? Je suis obligé de ne pas m'adresser à quelque chose qui repose sur la statistique actuelle, mais de mettre en place un projet d'évolution vers autre chose. Ce projet d'évolution vers autre chose, l'intelligence artificielle, c'est pas bien le faire actuellement. Parce qu'elle ne part que des données dont elle dispose. Elle n'en génère pas d'autres. Ou tout au moins. Elle sait un peu le faire. Moi, je travaille dessus, oui, donc exactement sur ces thématiques-là. Donc, elle sait un peu le faire quand on identifie le biais. C'est-à-dire que je peux corriger un algorithme si je veux pas qu'il prenne le biais de genre.
Mais il faut que je connaisse le biais que je veux enlever. Et c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc on peut quand même un peu le corriger. Mais cela dit, bon voilà, c'est quand même difficile. Et il faut se rendre compte qu'on a un biais, et il faut que la personne ait envie d'enlever ses biais. Par exemple, on sait qu'il y a des biais sur les algorithmes de prédiction de récidive. Mais finalement, la société qui le fait, elle s'en fiche. Pour vous qu'on lui achète, même s'il y a un biais. Enfin, ouais, la responsabilité éthique. Bah voilà, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut compter sur la responsabilité éthique des industries qui vont utiliser l'algorithme. Donc, voilà, c'est plus embêtant. Quand on utilise, moi je connais l'intelligence artificielle uniquement dans le domaine industriel, puisque j'ai travaillé là-dedans à Airbus pendant un certain temps. Ce qu'on demande à l'intelligence artificielle actuellement, c'est d'être un assistant. C'est d'être quelque chose d'invisible qui s'arrange pour que la pièce dont vous avez besoin quand vous montez un avion soit disponible à portée de bras à côté de vous. Pour que si jamais vous faites une bêtise, par exemple vous serrez trop fort un tuyau, vous traitez trop fort un écrou, et ben que ça vous arrête en disant non là tu dois serrer à 23G ou à 23 je sais plus quoi, et donc on arrête là. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui ne nous dit rien sauf mais qui s'arrange simplement pour que ça soit disponible. C'est l'assistant idéal, vous savez, celui qui vous apporte un café. Quand vous avez envie d'avoir un café, vous tournez la tête, il y a un café qui est chaud. Vous l'avez pas vu. Bon, ça, c'est l'intelligence artificielle telle qu'on la fantasme dans l'industrie. Ça marche, on arrive à faire des choses comme ça dans tout un tas de trucs. Le seul problème, comme tu dis, c'est qu'on a des biais et qu'on est incapable d'avoir une intelligence artificielle qui prédit un problème. C'est-à-dire, il y a un chariot qui se renverse avec des pièces partout et qui bloque le chemin d'autres chariots. Et ben là, l'intelligence artificielle ne saura rien faire. Parce qu'elle est dans une situation dans laquelle elle dit « je ne sais pas analyser, donc j'attends que vous résoliez le problème et que je revienne dans une situation qui corresponde à mon jeu de données ». Et croyez-moi, on travaille là-dessus. Le pire, c'est qu'elle va répondre quelque chose. Oui, elle va répondre quelque chose. C'est que non, la plupart ne se rendent pas compte qu'elles sont en dehors de leur champ de... Je vous dis, c'est juste une formule mathématique. Hein, donc du coup, vous apprenez à reconnaître des visages. Vous lui donnez une banane, il va essayer de retrouver un visage dans la banane. Et puis... il y a des choses qui sont plus malignes que ça, mais globalement, c'est quand même le problème. Et il y a une autre chose qui est intéressante. Il y a un bon point de vue aussi pour aborder l'intelligence artificielle. Moi je trouve, c'est le point de vue de la vie privée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a bassiné, moi j'ai des enfants aussi, on les a bassinés, ils l'ont plutôt bien intégré, de dire faites attention à ce que vous diffusez dans la vie privée. Et la question de contrôle de la vie privée, c'était qu'est-ce que je cache et qu'est-ce que je diffuse. Avec l'intelligence artificielle, ces choses-là, elle est complètement brouillée. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus, il y a un article d'une université qui a réussi à prédire, qui a affirmé qu'elle réussissait à prédire si une personne était gay à partir de 2 photos. En disant l'algorithme d'intelligence artificielle. Et là, du coup, ça pose plein de problèmes de vie privée, ça pose plein de problèmes éthiques, on est d'accord, et ça pose plein de problèmes de vie privée parce que d'un coup, votre vie privée, c'est non plus ce que vous choisissez de montrer, mais qu'est-ce que les intelligences artificielles sont capables de déduire à partir de ce que vous montrez. Et elles peuvent déduire plein de choses, et éventuellement plein de choses que vous n'avez pas envie de dire explicitement. En plus, elle va les utiliser pour faire de la publicité, donc éventuellement, pour faire de la publicité quand c'est Facebook, quand vous avez de la chance. Quand c'est un gouvernement chinois, un gouvernement tchétchène, ça va être plus compliqué. La façon dont il va l'utiliser, et en plus, finalement, ils s'en fichent que ça. Je vous dis, ces résultats ont été contestés. Il y a des gens qui ont dit non, mais il y avait des biais, mais dans l'expérimentation, ce coup-ci. Mais finalement, c'est pas important. C'est à partir du moment où les gens croient qu'ils peuvent utiliser ce genre de choses-là, même si ça marche mal, ils vont quand même l'utiliser, éventuellement pour déduire des choses, qu'elles soient vraies ou fausses, mais pour déduire des choses que vous n'avez pas dit explicitement. Donc c'est aussi une des façons intéressantes, je trouve, de présenter d'aborder en tout cas ces thématiques-là. Je vais poser une question à Héloïse aussi. Donc, compte tenu de tout ce que tu entends, maintenant, si tu dois représenter une intelligence artificielle qui va, d'une certaine façon, avoir des biais, qui va, d'une certaine façon, se planter ou tout au moins orienter ça, est-ce que tu vas conserver la présentation neutre de l'enceinte ou l'écran, ou est-ce qu'on va essayer, au contraire, graphiquement, d'insister là-dessus ? Alors, non, moi ce que je ferais, c'est que je conserverais la présentation neutre, mais que comme je fais de la bande dessinée et que du coup ce qui est génial, c'est que c'est narratif et qu'on peut raconter une histoire, c'est que du coup je raconterai l'intégralité de l'histoire avec le début, du coup on fournit ce type d'informations au départ, donc de situation initiale, et après de dire voilà ce qui se passe et en expliquant pourquoi elle s'est trompée. Voilà, donc c'est vraiment, je ferai vraiment la mise en situation
narrative de la situation, mais surtout dans le genre dans lequel moi j'opère, qui est du coup plutôt documentaire, je resterai sur une représentation très réaliste de l'intelligence. Représentation neutre en fait. Très neutre, voilà, surtout notamment pour ne pas, parce que c'est un biais aussi, du coup de donner une importance. J'ai eu tendance à parler de personnages quand on parlait de l'intelligence artificielle de la bande dessinée, et déjà ça c'est un biais parce que un personnage c'est aussi déjà quelque chose d'un petit peu humanisé, et du coup il faut c'est un protagoniste plus qu'un personnage. Enfin il y a des nuances comme ça à mettre pour voilà, parce que on t'invite à même si on essayait de représenter juste un petit carré noir complètement conceptuel et très graphique et pas du tout du coup anthropomorphisé ou quoi que ce soit. Pardon. Et voilà, donc moi ce que je ferais, c'est que je parlerai des situations en essayant justement de pas appuyer sur l'intelligence artificielle, ou en tout cas juste en mettant en avant que c'est un outil et voilà, et sa fonction plus que ce que c'est. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Oui, tout à fait, oui. Donc écoutez, voilà, on a essayé de vous parler de ça sur un certain nombre d'axes. Est-ce que vous avez, et je suis sûr que vous avez des questions, et on est là, on est ravis. Donc je vous écoute. Je vais laisser la parole au public. Je voulais juste savoir d'où venait ce terme d'intelligence justement artificielle au départ. Parce que là, vous avez montré quand même les limites, justement. En fait, il a été proposé dans une conférence scientifique, donc la conférence de Dartmouth. Enfin, en tout cas, scientifiquement parlant, c'est parti de là. Ils ont défini le terme. Les scientifiques sont mis d'accord. Ils ont décidé le terme de intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est, quoi. Et c'était la définition que vous avez donnée tout à l'heure. Donc, juste reproduire un truc artificiel. Mais alors, après, la façon dont c'est apparu dans la littérature, dans les médias, etc. Là, moi, je suis moins au courant. En tout cas, le terme, il vient de là. Et d'ailleurs, c'est très, très drôle parce que, vous savez, quand on met des scientifiques dans une salle comme ça, 50, ils sont mis d'accord sur le terme et ils sont déjà séparés en deux branches dès le début. Et les deux branches, c'était ceux qui disaient que pour faire de l'intelligence artificielle, il fallait faire de la logique et donc des représentations de haut niveau qui étaient compréhensibles, machin. Et l'autre branche, c'était ceux qui voulaient faire des réseaux de neurones, qui disaient, non, mais c'est plutôt une approche mathématique et qu'il va falloir apprendre. Et voilà. Bon, ça rigole. Une remarque d'ailleurs, si vous prenez le film 2001, l'Odyssée de l'espace, vous avez peut-être vu ce film. Bon, à la fin, l'intelligence artificielle qui est à bord de la station spatiale, qui se sent menacée par les cosmonautes, qui les tue les uns après les autres. À un moment donné, il y a un cosmonaute qui la tue en enlevant ses modules de mémoire, etc. Il y a une scène absolument dramatique. Et ce qui est étonnant dans ce film-là, oui. Enfin bon. Si c'est une intelligence au sens intelligence consciente, on élimine une conscience. Bon, tu appelles ça ce que tu veux. Mais donc, dans le film, c'est dramatique, donc on l'enlève. Mais surtout, datant de 69, à une époque où justement on ne voyait que les systèmes, comme tu disais, de logique de haut niveau, dits prédictibles, etc., on voit l'intelligence artificielle retomber en enfance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on lui enlève ses modules, elle perd son intelligence, entre guillemets, d'adulte, pour redevenir un gamin qui, à un moment donné, chante des berceuses et revient à ça. Et donc, on en infère, on en déduit que l'intelligence artificielle du vaisseau, en fait, a subi un apprentissage. Elle n'a pas été livrée telle qu'elle. C'est-à-dire, on n'a pas programmé, puis on a appuyé sur le bouton on-off et elle était adulte. Elle est passée par une phase d'apprentissage. Donc Kubrick a véritablement construit une intelligence artificielle d'apprentissage, ce qui était tout à fait révolutionnaire à son époque, parce que c'était pas vraiment la tendance la plus dominante à cette époque-là. Et en tout cas, c'était pas la tendance qui était commercialisée. Et juste pour rebondir là-dessus, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout à l'heure tu parlais de 1984 et du courant cyberpunk qui prend ses sources fin des années 70, des années 80, avec notamment le neuromancien de Gibson. Les problèmes évoqués par les auteurs à ce moment-là, on y est confronté aujourd'hui. La question qu'on pourrait se poser, c'est quid des problèmes aujourd'hui évoqués par les auteurs de SF? À quelle échéance est-ce que, effectivement, ou est-ce que c'est possible ou pas? Tout simplement, puisque
souvent en SF, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de conscience artificielle en fait. Est-ce qu'on va y aboutir et quelles vont être finalement les réflexions éthiques que ça peut engendrer? Une remarque là-dessus, il y a quelque chose qui est très intéressant là-dessus, c'est que il y a beaucoup de com autour de l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de com qui viennent de ceux qui le font eux-mêmes. Et c'est ça qui est... C'est-à-dire vous avez beaucoup de bonnes com de Facebook et de Google qui vous montrent dire les intelligences artificielles c'est super, mais évidemment ils disent ça parce que c'est leur fonds de commerce à eux. Donc, et vous avez Elon Musk qui va dire bah oui mais non la singularité machin, enfin c'est des gros problèmes, mais le problème c'est que même lui quand il le dit, je sais pas s'il y croit ou si c'est aussi éventuellement une stratégie commerciale. C'est-à-dire que ce discours-là, même ce discours-là donc autour des fantasmes, le problème c'est qu'il est en partie contrôlé par des gens qui veulent soit la vendre, soit concurrencer des gens qui la vendent. Donc, c'est... Pour finir, puisqu'on va bientôt y aller, je vais vous faire très peur. Je discutais avec des camarades d'écrivains de science-fiction anglais qui me disaient, mais tu sais, en 1984, écrit en 1948, il faut pas oublier, on avait cette chose terrifiante de caméras partout et de gens qui regardaient tout le temps la télé à la même heure, à 8h30, ils étaient tous plantés devant la télé. Et elle dit, ben maintenant, à l'époque c'était en 2010, rends-toi compte qu'en 2010, on est 3 milliards de personnes à regarder la finale de la Coupe du Monde et personne n'a une mitraillette dans les reins qui lui dit « Tu vas regarder la finale de la Coupe du Monde de football ce soir ». Il n'y a pas 3 milliards, il y avait 1 milliard 900 millions de personnes, je crois, à la finale de la Coupe du Monde. Et ensuite, dans une ville comme Londres, vous avez des associations de quartier qui réclament plus de caméras. Parce que la caméra a rajouté une fonction de sécurité. C'est-à-dire que non seulement le monde qui est décrit dans 1984 existe, mais qu'on en est extrêmement content. Et qu'il existe parce que la population que nous sommes a demandé qu'il soit mis en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément contrôlé par... Dans 1984, la grosse peur, c'est qu'il soit contrôlé par un État. Là, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas forcément contrôlé par un État. C'est-à-dire que le monde de 1984, on le fait tous les jours dans Facebook. Et par contre, il est contrôlé par une industrie. De ce côté-là, il y a un livre d'Alain Damasio. Alain Damasio qui va venir à Toulouse, je crois que c'est en novembre, je crois que c'est le 23 novembre de tête, dans le au Quai des Savoirs, dans le Quintru. Son dernier roman s'appelle Les Furtifs, qui traite de cette façon-là, donc projeté en 2040-2050, bouquin tout à fait remarquable par ailleurs, qui décrit véritablement ce qu'on peut se passer si l'ensemble de la société est contrôlé par des flux qui sont des flux qui n'ont pas des flux d'État, mais des flux faits par Facebook, par Orange, par Veolia. Justement, il y a un livre qui... Je suis là, je suis cachée. Il y a justement un livre, une fiction, qui est Le Cercle de Dave Eggers, qui reprend cette thématique justement et ce croisement entre la manipulation des cerveaux, les GAFA, sous couvert d'une éthique du bien vivre ensemble, collectivement et d'un point de vue sociétal, et où chaque citoyen alimente finalement ce système d'intelligence artificielle. Et c'est un livre qui montre la dérive dans laquelle aujourd'hui, parfois, on peut s'engouffrer. Voilà. Et il faut savoir que nous vivons une époque qui s'appelle post-historique, puisque on peut considérer que l'histoire a commencé quand on a été capable d'enregistrer les choses, d'écrire, de se souvenir, de mentionner ce qui était, je dirais, l'information, mais à ce moment-là, on le réservait à l'information pertinente. Actuellement, depuis quelques années, on enregistre tout. Ce qui fait que tout étant disponible, on n'est pas dans une situation dans laquelle le savoir est transmis par des canaux plus ou moins contrôlés, le maître, le livre d'école. À partir du moment où vous avez un pays qui utilise le même manuel scolaire et le même discours du maître, vous avez un pays qui a une vision du monde à peu près cohérente. Je ne dis pas qu'elle est juste, je ne dis pas qu'elle est bonne, je dis qu'elle est cohérente. Maintenant, vous avez un système dans lequel la multiplicité des sources, encore une fois d'informations, qui gavent l'ensemble des cerveaux, les nôtres, ceux de nos enfants, nos adolescents, etc., fait que il y a tout un tas de communautés qui se créent, que la structure de sociale d'outils comme Facebook, etc., fait que justement, on renforce la communauté. On aime bien les gens qui ont lu les mêmes choses que nous, qui pensent la même chose que nous, qui aiment la même chose que nous. Et par conséquent, on ne voit que ce qu'on voit nous. Ce qui entraîne des effets absolument invraisemblables. Vous avez des tas d'amis, par exemple, qui sont en faveur d'un parti sur votre Facebook, à la fin de la journée, vous êtes persuadé que le parti va être élu. Bon, ça va pas marcher.
Mais 90% des posts que vous lisez sont des gens qui disent ah oui mais machin ou machine c'est vachement bien, c'est elle qui va passer. Vous voyez, simplement vous avez ce biais qui se crée. Et donc cette information-là a entraîné que notre rapport au monde, notre rapport à l'information, notre rapport à la réalité est devenu beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus, je dirais, tramé, moiré, et que donc il faut apprendre aussi, et il faut apprendre à nos jeunes que la réalité est une chose, je dirais, qui dépend nettement de la position de l'observateur. On est censé finir, mais je vous laisse une dernière question s'il y en a une, et puis après on ira manger, si tu me permets, Elie. On a encore 2 minutes, allez. Moi, c'était juste une info, c'est quand qui vient Damasio? Écoutez, regardez sur le Quai des Savoirs, vous tapez Damasio Quai des Savoirs, vous aurez l'information sur Internet. Je peux vous le faire, mais bon, voilà, regardez-le. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir écoutés, et puis n'hésitez pas, pendant le repas, on est là, n'hésitez pas à poser des questions. Ça peut dire.